Place au parti pris, nous accueillons Ruth El-Krief pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Chamani pour l'international. Bonsoir à vous trois, et c'est vous qui commencez, Ruth, et vous nous parlez ce qui est sur toutes les lèvres, l'autre victoire de Jean-Luc Mélenchon. Alors il y a la poussée dans les urnes, mais il y a aussi le fait d'avoir obtenu du Parti socialiste un incroyable salto arrière, quelques jours seulement après pourtant la définition d'une position qu'on pensait assez ferme. Qui semblait clair. Alors d'ailleurs, c'est vrai, tous les journaux titrent là-dessus, chacun avec sa sensibilité. Le Figaro dit les alliances de la honte, Libération dit les gauches en ébullition, Le Parisien les petits calculs, L'Opinion, le PS cède à la tentation Mélenchon, Le Monde la volte-face du PS. Donc tout le monde est quand même d'accord sur le fait il s'est passé quelque chose. Parce qu'en effet, si LFI n'a pas égalé du tout ses scores nationaux précédents, et même fait parfois des résultats globaux inférieurs, il a créé une double surprise, comme vous le disiez David, par des percées dans les grandes villes et aussi par l'obtention immédiate d'alliances avec le PS affaibli. Alors, qui l'aurait cru ? Imaginez-vous qu'il y en avait un qui y croyait. Écoutez. Ils disent, au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors tout le monde entend, ils rompent l'accord. Penses-tu ? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Voilà, c'était le 4 mars dernier à Bondy. Donc il y a une douzaine de jours seulement. Oui, et pourtant, la veille, le 3 mars, je vous l'avais raconté ici même, le Bureau national du Parti socialiste avait publié une déclaration qui adoptait à l'unanimité une condamnation des propos de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, Olivier Faure, dimanche soir, avait l'air d'être toujours sur cette ligne, écoutez. La stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Et donc, pas d'accord national, mais 3 petits points, comme l'avait très bien compris Jean-Luc Mélenchon, des accords locaux. Et d'ailleurs, il y a hier soir, donc 24 heures après, le même Olivier Faure disait parfaitement comprendre ses camarades socialistes qui faisaient alliance avec LFI, et que s'il était habitant de Toulouse, par exemple, qui était la plus grande ville concernée, il voterait sans problème pour le LFI François Piquemal. Alors comment est-ce qu'il justifie ce changement de pied, ce salto arrière, comme on disait ? Pardon, mais à Toulouse, c'est pas face à un candidat du RN, alors justement, c'est une droite modérée qui n'a rien, mais vraiment de fasciste. C'est là où c'est complètement délirant. Moi, je suis abasourdi. Effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le même texte du 3 mars, le PS appelait les militants insoumis à se désolidariser des propos de Jean-Luc Mélenchon et à clarifier leur position. Vous avez entendu quelque chose de la part des candidats LFI ? Rien du tout. Alors on récapitule, et effectivement, comme vient de le dire Abnous, à Toulouse, face au LR, Jean-Luc Moudenc, comme à Nantes, face à la liste LR Modem avec leur numéro 2, Sarah El Haïry, comme à Clermont-Ferrand, face à un candidat de la droite et du centre, à Limoges, face à un candidat LR, à Brest, face à un candidat d'hiver droite, à Avignon, face au candidat d'hiver droite, Olivier Galzi, notre confrère journaliste. Eh bien, aucun adversaire RN dans ces 5 villes. C'est dingue. Mais quand même, le PS et LFI se sont alliés pour former ce qu'ils appellent un front antifasciste. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment approprié ? C'est vraiment totalement un moyen de se donner bonne conscience et emprunter au langage de gauchisme. Et au contraire, à Marseille, où le maire PS, Benoît Payan, est réellement talonné par Franck Alizio du Rassemblement National, mais lui n'a pas contracté d'alliance avec le LFI. Il n'a pas cédé à la pression quasiment physique qui a été exercée sur lui par les militants LFI massés d'abord devant l'hôtel de ville, puis dans la soirée devant son quartier général, pour faire pression sur lui et pour obtenir une alliance. Et des méthodes, comme vous dites, antifasciste, voilà. Le résultat, c'est qu'il a obtenu cet après-midi le retrait du candidat de Logu. À Paris, Emmanuel Grégoire aussi a déposé sa liste hier soir sans faire d'alliance avec Sophia Chikirou, qui fait son meeting ce soir et qui a maintenu sa liste. C'était donc possible. Et en tout cas,
Ces alliances sans coup férir dans 6 villes importantes ont déjà plongé le PS dans une nouvelle crise. François Hollande ou Jérôme Guedj, ou les radicaux de gauche qui ont tous enlevé leurs représentants de toutes ces listes concernées, ou Place Publique de Raphaël Glucksmann, ont dénoncé ces compromissions. Écoutez Jérôme Guedj. Pour moi, c'est une contradiction. Elle m'est insupportable. Et je pense qu'il y avait d'autres chemins praticables. Parfois, mieux vaut perdre une élection que perdre son âme. Vous voyez, cette phrase, elle m'a rappelé une période, la crise aiguë de la fin des années 90, plus précisément en 98, lorsque 4 présidents de région de droite, contre l'avis de leur parti, ont fait alliance officiellement avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, notamment Charles Mignon ou Jacques Blanc. Écoutez ce qu'en disait le président Jacques Chirac. Je ne peux que désapprouver celles ou ceux qui ont préféré les jeux politiques à la voix de leur conscience. Cette attitude, même si elle répond à la volonté de faire barrage à l'adversaire, n'est pas digne et elle peut être dangereuse. Voilà, c'est un son qui a été retrouvé par Perrine Combeau et Maxime Fragnol. Cette constance de Jacques Chirac, en fait, elle lui a été reconnue par la gauche jusqu'en 2002 où il s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen au 2e tour. Et du coup se pose la question de la prochaine présidentielle pour le Parti socialiste. Quelle valeur auront les déclarations d'un candidat issu de cette direction du Parti socialiste? Vous voyez, si on ne voit pas plus loin qu'aujourd'hui, la parole de ce parti est à remettre en cause en permanence. Ils auront peut-être gardé quelques villes, ils auront peut-être rassuré quelques électeurs LFI et considéré qu'ils faisaient l'union de la gauche et que c'était la valeur suprême au-dessus des autres valeurs, notamment la lutte contre l'antisémitisme ou contre la violence dans la politique, mais ils auront perdu la crédibilité, la confiance d'un certain nombre d'autres électeurs sans lesquels ils ne pourront pas rassembler lors d'un scrutin national. Il y a une enquête, Comprendre le vote des Français, réalisée avant les municipales. Il montrait que 3 Français sur 4 s'opposaient aux fusions entre les listes LFI et les autres listes de gauche. Et que chez les sympathisants socialistes, 64% d'entre eux étaient défavorables à cette alliance LFI-PS. Et d'ailleurs, la crédibilité. Ce soir, on apprend qu'Olivier Faure a considéré que Catherine Trottmann, ancienne ministre, ancienne figure du Parti socialiste, candidate PS, qui a fait une alliance avec Horizon contre l'ancienne maire écologiste qui s'est alliée à LFI, Catherine Trottmann a été exclue du Parti socialiste par Olivier Faure. C'est dingue. Donc, on peut faire alliance avec LFI, mais on peut pas faire alliance avec le centre. Alors, juste pour conclure et comme un miroir, pour déjouer toutes les comparaisons possibles, cet après-midi, le candidat dissident LR de Reims, qui avait fait alliance avec le Rassemblement national, a été exclu par son parti. En tout cas, on saura dimanche si cette stratégie est validée d'une certaine manière du côté des socialistes qui ont fait alliance avec LFI, ou on verra aussi quel est le score de Benoît Payan et d'Emmanuel Grégoire à Paris, qui eux ont refusé cette alliance. On verra la dynamique, François. Écoutez, je ne suis pas indigné au fond. Non pas du tout que cette affaire ne me choque pas, mais je m'y attendais. Enfin, ça ne m'étonne pas en réalité. Le Parti socialiste godit depuis plusieurs années ainsi. Je me demande d'ailleurs, enfin je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez, Ruth, si au fond ça n'acte pas le fait que le Parti socialiste, d'ores et déjà, ne croit pas à 2027 pour lui. Il considère qu'il n'a pas de candidat, ou pas de candidat en tout cas susceptible d'avoir des chances d'être élu, et que finalement on sauve les rotignons, c'est-à-dire les municipalités qui peuvent l'être, avec un coût national qui finalement est déjà dans les cours. En fait, c'est surtout le mythe de l'alliance et une vision de la gauche à tout prix, y compris au prix de compromission, quoi. Parce qu'Olivier Faure, faut s'en souvenir, il parlait en propos de Jean-Luc Mélenchon de complotisme, de populisme, d'un seuil qui avait été franchi au moment des jeux de mots sur les noms de famille, Raphaël Glucksmann, Epstein. Puis, maintenant, vous pouvez dire que LFI est passionnément antisémite sans finir au tribunal. Donc c'est quand même, depuis Mohamed Merah, quand Jean-Luc Mélenchon avait considéré que c'était pour détourner l'attention des élections, sous-entendu que c'était quelque chose de préparé, enfin, par l'État, par le gouvernement, déjà on avait quand même basculé. Moi, ce que j'en retire de ça, je suis d'accord avec François, je suis d'accord avec Ruth, c'est que l'antisémitisme, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas grave.
Et quand on commence comme ça l'antisémitisme, c'est pas grave. Après, c'est demain le racisme, c'est pas grave. Et puis plus rien ne sera grave. Et puis on verra dans quel état on finira. Mais oui, moi qui suis pas, vous savez, qui déteste étouffer sous les valeurs. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la valeur. Et là, ça aurait été bon qu'on étouffe avec ça. Je pense qu'il y aura un règlement de compte très dur au PS quand même après. Qu'il y aura plus de PS pour qu'ils. Oui, alors, en fait, c'est la fin. Non, mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Il y aura un compte entre qui, entre disons, c'est l'étape de plus, quoi, d'un processus qui est déjà enclenché. Je pense que. François, votre parti pris économique, Poutine et les lâches, Poutine et les faibles, vous nous dites, quand le vent souffle dans une direction, les prix des hydrocarbures flambent, eh bien Poutine retrouve des vertus. C'est très étonnant, là. En quelques jours, il s'est passé plusieurs événements très singuliers qu'on aurait cru impensables il y a 15 jours. Tout un symbole. L'Union européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle allait financer la réparation de l'oléoduc qui achemine du pétrole russe en Europe, et particulièrement en Hongrie et en Slovaquie. Elle va financer la réparation, elle va même envoyer des techniciens pour le faire. Il y a 6 semaines de travaux. Alors Doujba, c'est le nom de cet oléoduc, ça veut dire amitié en russe, avait été endommagé par des frappes liées à la guerre, et Bratislava, capitale de Slovaquie, et la capitale de Hongrie, Budapest, se servait en fait d'un chantage pour exiger qu'il soit remis en service en disant « si vous ne le faites pas, eh bien nous bloquons le prêt de 90 milliards d'euros destiné à financer la défense ukrainienne, prêt pour lequel il faut l'unanimité des 27. On ne pouvait pas s'en sortir autrement. Et du coup, évidemment, la crise en Iran a renforcé leur détermination. Cette initiative intervient 48 heures après une autre, des déclarations fracassantes du Premier ministre belge, qui s'appelle Bart De Wever, qui a appelé carrément à faire la paix avec la Russie pour retrouver des prix de l'énergie plus sages. De Wever, c'est un membre de la droite nationaliste flamande, néerlandophone. Il a déclenché une tornade. Il a d'ailleurs dû revenir en arrière partiellement en expliquant que oui, il fallait faire la paix avec la Russie, mais seulement après la conclusion d'un accord qui aurait satisfait à la fois l'Ukraine et l'Europe. La toile de fond de tout ça, c'est quand même Trump qui a allégé sensiblement les sanctions frappant les hydrocarbures russes. On en a parlé sur ce plateau, Abnous, il y a 3 jours, et notamment vis-à-vis de l'Inde, puisque l'Inde a désormais le droit à nouveau d'acheter entre 1 et 2 millions de barils par jour, c'est pas rien. Parce que Trump, lui aussi, veut éviter une crise des hydrocarbures qui rendrait furieux le consommateur, l'automobiliste américain. C'est la préoccupation universelle. Et on la voit même. Alors, en Allemagne, c'est vrai que le chancelier Merz est resté ferme sur les prix. Ses déclarations ne laissent aucune ambiguïté. Mais on voit quand même que l'amollissement rencontre un écho croissant en Allemagne, parce que chez les partis extrêmes, évidemment, et notamment l'extrême droite, l'AfD, qui est assez proche de Moscou et qui considère que cette guerre est complètement inutile, surtout si elle renchérit les prix de l'énergie. Mais aussi chez les industriels qui ont payé très cher la disparition du gaz russe, qui comptait quand même pour la moitié des importations de fluides outre-Rhin. Au-delà même d'ailleurs des milieux économiques, en fait, il y a une proximité culturelle et historique très importante entre la Russie et l'Allemagne. On l'oublie, mais les Romanov, vous avez quand même toutes les princesses qui sont des princesses allemandes. Catherine II, c'est une Allemande. Et il y a ces liens, d'ailleurs, ils se sont maintenus aussi dans l'époque moderne. Souvenez-vous de l'Ostpolitik de Willy Brandt. C'était le prolongement de ce tropisme russe qu'a l'Allemagne, qui réapparaîtra un jour et qui aujourd'hui s'exprime de façon couverte. Y a-t-il de quoi faire bouger l'Europe ? Pas encore, parce que le prix de la réconciliation, ça serait évidemment le soutien à l'Ukraine. Zelensky a quand même dû manger son chapeau. Il ne voulait pas que soit rétabli l'oléoduc. Il a finalement accepté publiquement. Donc on voit bien que les positions bougent. En fait, tout ça s'explique par le fait que la guerre d'Iran réactive en Europe la douleur des sanctions économiques que nous avions prises contre la Russie, qui s'était traduite par une très forte hausse des cours de l'énergie. Souvenons-nous que le prix de ce premier train de sanctions, il avait été très élevé pour le consommateur, qui avait payé plus cher, pour les dettes publiques, qui ont amorti une bonne partie de la hausse, et évidemment pour l'industrie, qui a vu un certain nombre de délocalisations, notamment dans la chimie, dans l'automobile. Paradoxalement, d'ailleurs, ce train de sanctions, il n'avait pas été si lourd pour la Russie dans un premier temps. C'est vraiment l'Europe qui l'a payé. L'Europe a tenu bon, malgré tout ça, mais la viande s'attendrit à nouveau en nous mettant une deuxième fois face à une alternative désagréable, soit choisir le confort,
en reniant les promesses faites à Kiev, soit rester fidèle à la fois à notre parole et à nos alliés, en payant bien plus cher l'énergie dont nous avons besoin. C'est la même chose que la politique. Presque. Il y a des points communs. Abnous, votre parti pris international, alors c'est sans doute un mélange de souvenirs d'enfance et de connaissances aussi de ce que sont les fêtes traditionnelles. Mais vous nous dites il va se passer quelque chose ce soir en Iran. Il se passe quelque chose déjà parmi la population avec cette fête du feu, un feu libérateur. Mais oui, parce que je pense que ce n'est pas du tout un hasard, les Israéliens et les Iraniens partageant cette culture des symboles et de l'importance que cela. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas par hasard qu'Ali Larijani et Gholam Reza Soleimani ont été éliminés. Juste une petite parenthèse parce que je l'ai là. Larijani était un homme cruel, c'est un criminel qui pourrait être jugé pour crime contre l'humanité. Ce n'est pas parce qu'on s'assoit à la table des négociations qu'on est quelqu'un de sympa, parce qu'on rentre au pays et on ordonne arrestation, viol, torture et de tirer à barrel sur la population. Et c'est pas parce qu'on lit Kant qu'on devient tout d'un coup beaucoup plus sympathique, comme j'ai pu l'entendre sur une radio publique ce midi. Je rappelle, comme ça, je fais un point Godwin, je préviens toujours quand je fais un point Godwin. Hitler était végétarien et pleurait quand il visitait les abattoirs. Je parle même pas de Soleimani qui est à la tête des Bassidji, qui sont une armée de voyous qui font vivre un enfer au quotidien aux Iraniens en les surveillant de porte à porte. C'est vos voisins, les Bassidji. Et ça, c'est vraiment pas une grande perte. Et quand je dis que ça n'arrive pas n'importe où, c'est n'importe quand, et là je me réjouis un peu, et je vais essayer de pas pleurer, c'est à la tombée de la nuit, des feux vont s'allumer en Iran, et même à Paris, dans quelques endroits, en toute sécurité, et dans des dizaines de pays à travers le monde. C'est le Chorshanbe Suri, littéralement, c'est la fête du mercredi rouge. Je sais, on est mardi, mais on le fête la veille du mercredi. Alors, c'est célébré depuis au moins 1700 ans avant Jésus-Christ, soit près de 3700 ans de ce dernier mercredi de l'année du calendrier persan. Alors, la cérémonie est structurée autour d'un acte fondateur. On saute par-dessus des feux de joie en récitant une formule, et les Iraniens m'excuseront pour mon accent horrible, Zardieman Asto Solchieto Azman. On s'adresse au feu en sautant par-dessus le feu, on lui donne, je te donne mon jaune, tu me donnes ton rouge. Le jaune, donc voilà, on est vraiment dans les symboles, symbolise la maladie, la laideur, le ressentiment, le remords, le regret. Et le rouge, c'est la santé, c'est le renouvellement, c'est la beauté du feu qui, c'est vraiment l'alchimie de la purification. On entre dans la nouvelle année délesté de tout ce qui était sombre dans l'ancien. Et c'est pas tout. On mange des fruits secs et des noix. Pourquoi ? Parce que comme on va rentrer dans le printemps, faut se débarrasser de tout ce qui est les fruits secs qui nous ont permis de tenir en hiver. Et c'est le soir des esprits aussi. Pour chasser les mauvais esprits, on les chasse par le bruit. Alors imaginez pour les enfants. Quand j'étais petite, et comme tous les enfants iraniens, on vous dit, tu vas sauter par-dessus le feu, on te donne une louche et on te dit, et là tu fais le plus de boucans possible, et on te colle un drap blanc pour figurer les esprits, et là tu vas frapper comme un damné chez les voisins avec des sacs pour récupérer tous les fruits secs possibles et imaginables. Donc oui, les Persans ont inventé les échecs, mais ils ont aussi inventé Mardi Gras et Halloween. On est trop fort. Alors d'autres traditions existent, c'est que vous faites un nœud à un de vos vêtements ou à un foulard, et dès que vous croisez la première personne que vous croisez dans la rue, défait ce nœud. Et ça enlève la malchance. Vous cassez des jarres en terre et ça fait partir, mais toujours pour quelqu'un d'autre, ça fait partir la malchance de sa vie, etc. Les femmes célibataires écoutent aux portes des voisins, est-ce qu'elles entendent, diront si elles vont se marier ou pas. Et c'est la première fête qui ouvre les grandes festivités jusqu'à le Nowruz qui va intervenir ce vendredi 20 mars 2026 à 15h46 précisément. Non, nous ne sommes pas dingues, c'est la seconde exacte de l'équinoxe de printemps. L'Iran, me l'a compris, célébreront l'entrée de l'Iran dans l'an 2585 qui correspond à la fondation de l'empire achéménide perse Mède fondé par Cyrus le Grand. Et dans le contexte qu'on connaît, est-ce que vous pensez que ça peut susciter quelque chose chez les Iraniens ? C'est que Khomeini, c'est que quand je vous dis, c'est parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la monarchie, vous voyez, elle peut changer de guide suprême de la révolution, mort ou déjà mort ou vivant, tant qu'elle veut, vous pouvez pas lutter contre le cosmos.
Je veux dire, ce qui décide le nouvel an, c'est l'équinoxe de printemps, c'est l'entrée évidemment du soleil dans le signe du Bélier. Donc vous pouvez, tout régime politique, ça ne changera jamais. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la permanence qui a permis aux Iraniens 4000 ans, c'est les zoroastrisme à 4000 ans, de tenir, et cette parenthèse, malgré les tentatives d'interdiction des mollahs, elle a continué à tenir. La seule chose qu'ils ont réussi à interdire, c'est jusqu'en 2015, c'était impossible de danser dans les rues, parce que quand il y a des feux, on met de la musique, on danse. Et depuis 2015, on redanse dans les rues d'Iran, on saute par-dessus le feu, on met de la musique, les femmes en profitent dès 2015 pour brûler leur voile de temps en temps, c'est absolument magnifique. C'est pour ça que je pense que c'est pas innocent que ça soit aujourd'hui, que ça soit aujourd'hui. Et vous savez, quand vous avez une fête comme ça, parce que moi j'en ai marre d'entendre des diplomates, des commentateurs, des journalistes, des semi-chercheurs venir m'expliquer que l'Iran ça va être pareil que l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, etc. Quand vous avez une tradition qui a 4000 ans, c'est la dernière fête civile qui est encore la plus vieille fêtée dans le monde. Elle est fêtée aussi en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan. Elle est fêtée, juste pour l'anecdote, elle est fêtée chez les Parsis d'Inde et du Pakistan. Les Parsis, les Persans qui ont refusé les conversions au moment des invasions arabes au 8e siècle et qui sont partis se réfugier en Inde, en l'occurrence à Bombay. Salman Rushdie en parle beaucoup dans ses bouquins. Pour vous donner un exemple de quelqu'un de très connu, Freddie Mercury, le chanteur de Queen, était un Parsi d'Inde. Voilà. Donc quand on a des fêtes millénaires, multimillénaires... C'est que les Iraniens vont pas être orphelins de la monarchie. Ils sont déjà orphelins d'une histoire à laquelle ils sont attachés, mais vous savez, avec les dents. Parce que rien n'a pu empêcher cette fête-là de se fêter. Et même les mollahs dressent, vous imaginez des mollahs, des fondamentalistes dressent, on va voir des images, parce que pour le nouvel an, vous avez le sapin de Noël, et bien en Iran, nous avons le hafsin, qui veut dire littéralement 7 signes. Vous posez sur la table 7 objets dont le mot commence par un S. Vous avez le sabzé, c'est un blé, si on peut avoir les images, ça serait super. C'est le blé qu'on fait pousser, c'est pour la renaissance, des séqués, des pièces d'or pour la prospérité. Le senjed, c'est les baies de lotus pour l'amour, de l'ail pour la santé, des pommes pour la beauté, le sumac, c'est l'épice qui a la couleur de l'aurore et qui symbolise la patience, le selké, le vinaigre pour la sagesse, on ajoute un miroir pour la clarté, des œufs peints pour la fertilité, oui, Pâques aussi, c'est nous, un poisson rouge vivant pour la vie et un exemplaire du livre des rois de Ferdousi et du divan de Hafez, parce que ça fait partie de la culture iranienne. Donc quand vous voyez que malgré tout, pendant 47 ans, on a tenu, et vous voulez que je vous dise, c'est la seule fête, j'ai jamais fêté de fête musulmane, puisque ma famille était athée, mais cette fête-là, d'Iran jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons toujours fêtée, et ce soir, je vais sauter par-dessus le feu en fêtant le Chorchin Bessouli. Ah mais soyez prudents. Oui. Mais oui, c'est prudent. Non mais, vous savez, la vérité, c'est qu'on saute par-dessus les bougies, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est Zardeman, Beto, Solreto, Azman. Bon, mais ça nous rappelle la Saint-Jean, hein, évidemment. Et qu'on a inventé aussi, on est très très bon. Non mais c'est pour ça, je pense que. Mais on a bien compris que c'était l'Iran qui avait inspiré. Tout. Non mais c'est pas pour rien. Aujourd'hui, ces deux horribles personnages ont été éliminés et je pense que c'est un signal envoyé aux Iraniens et que vendredi à 15h46 exactement, faudra regarder ce qui se passe dans les rues d'Iran parce que s'il se passe quelque chose, ça sera maintenant. Et je vois un grand sourire sur le visage de Darius que nous allons rejoindre dans quelques instants. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.